Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce mardi 20 mai. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, que retenir du coup de fil passé hier par Donald Trump à Vladimir Poutine? Quel bilan faire de la tournée du président américain la semaine dernière au Moyen-Orient? Un président américain qui ne s'est pas arrêté en Israël. Analyse et décryptage dans un instant avec le général Dominique Trinquant. La loi fin de vie poursuit cette semaine son parcours à l'Assemblée nationale. Marie de Henzel travaille sur le sujet depuis 25 ans. Elle a exercé comme psychologue dans la toute première unité de soins palliatifs. Elle anime aujourd'hui des séminaires sur la question du bien vieillir. Marie de Henzel sera là tout à l'heure sur le plateau pour nous donner son point de vue sur le projet de loi. Et pour terminer cette émission, place à un héros de la résistance. Daniel Cordier a vécu 100 ans d'une vie très étonnante. Il a été espion, galeriste et enfin historien, œuvrant pour la mémoire de Jean Moulin, la grande figure de la résistance française. Voilà, vous avez le programme, point de vue, c'est parti. Bonjour, Général Dominique Trinquant. Bonjour. On est au lendemain du coup de fil, c'était hier après-midi, du coup de fil que Donald Trump a donné à Vladimir Poutine. L'objectif, ce sont les mots de Donald Trump, mettre fin au bain de sang. Alors que faut-il retenir de ce coup de fil? Est-ce que ça a fait avancer les choses ou pas? Non, eh bien écoutez, on ne pouvait pas en attendre grand-chose. Il faut rappeler un peu la séquence. Les Européens sont allés à Kiev, ils ont appelé le président Trump et ils ont proposé un cessez-le-feu démarrant dès le lundi pour 30 jours pour discuter d'un éventuel plan de paix. Le président Poutine, pris un peu à contre-pied, a lui donc proposé une réunion à Istanbul, dans laquelle il n'est pas venu, où il a envoyé une équipe de seconde main, et dans lequel le seul résultat a été la libération de 1000 prisonniers de part et d'autre. Donc rien sur la paix, rien sur cessez-le-feu. Donc le président Trump a repris un peu la main, puisque je rappelle qu'à l'origine, il devait régler le problème en 24 heures, puis en 100 jours. Et après 2 heures de conversation... Oui, ça a duré 2 heures, effectivement. 2 heures, en fait, avec la traduction, probablement 1 heure. On retient de la Maison-Blanche une très bonne conversation, comme d'habitude, mais rien du tout. Si ce n'est qu'il faut que les Ukrainiens et les Russes se retrouvent pour discuter rapidement, mais sur des bases qui sont pour l'instant inchangées. Les Russes maintiennent leur position, les Ukrainiens ne veulent pas accepter les propositions russes, et on a l'impression que le président Trump se retire un peu. Il n'est pas un peu lassé, agacé du temps que ça prend finalement? Je pense qu'il est agacé parce qu'il se rend compte que la Russie ne bouge pas, absolument pas. Il a maintenant le Congrès qui est en train de bouger. Oui. Il y a une loi qui est en préparation avec des républicains au Congrès en disant pression sur la Russie. Or, ça n'était pas sa position. Donc, il est un peu agacé, et puis il se rend bien compte que ça va durer des mois. Les Russes veulent continuer la guerre, discuter sur les fondements de ce qui a amené cette guerre, les fondements russes, j'entends. Les fondements russes, c'est-à-dire l'avancée de l'OTAN, le fait que l'Ukraine ne voulait pas entendre parler des régions sécessionnistes. Le pouvoir considéré comme illégitime. Exactement, le président Zelensky considéré comme illégitime. Donc on voit toute discussion totalement impossible. Donc je vois mal aujourd'hui s'engager une vraie conversation sur un cessez-le-feu. Bien sûr, les Russes n'en parlent même pas. Et puis, quelle sortie de crise. Vladimir Poutine a dit être prêt à travailler avec Kiev sur je cite, un mémorandum sur un futur traité de paix. On parlait des relations Trump-Poutine. Ce qui a évolué, c'est la relation... Vraisemblablement, ce qui a évolué en tout cas, c'est la relation entre Trump et Zelensky. Trump a passé un coup de fil de 15 minutes, je crois, hier à Zelensky. Une nette amélioration des relations depuis leur entrevue aux obsèques du pape François. On se souvient de cette image assez frappante des deux hommes. Oui, alors on espère que le Saint-Esprit a inspiré M. Trump. J'y crois pas trop, mais... Mais vous ne notez pas un tournant à ce moment-là ? Et même sur les Européens. Il y a un changement de position. Il y a un changement de pied.
le fait que le président Trump appelle le président Zelensky avant d'appeler M. Poutine, c'est quand même important, et que tout de suite après, il met du temps à réagir sur les réseaux. Pourquoi ? Parce qu'il a appelé les Européens. Or, on sait bien qu'au début, il ne voulait pas entendre parler des Européens. Et je pense que ça a été la force, là, très honnêtement, de l'union entre M. Zelensky et les Européens. Ils ont montré qu'ils avaient un bloc qui pouvait tenir face à un homme seul, qui est M. Poutine. Et donc, M. Trump est en train de réaliser qu'il y a quelque chose. Et je pense que on se souvient de l'algarade qui a eu lieu dans la Maison-Blanche. Oui, vous parlez de celle de fin février, du 28 février. Hein. Et depuis, vous soulignez la réunion extraordinaire au Vatican, 2 chaises au milieu de cette splendeur vaticane. Et là, je pense que M. Zelensky a su trouver probablement les bons mots. C'est-à-dire, non pas revenir sur la guerre, mais revenir sur la position impossible de la Russie. Et donc, l'impossibilité pour l'Ukraine d'accepter les conditions russes. Un Vatican qui est prêt à accueillir des pourparlers. Oui, alors, un nouveau pape qui propose que le Vatican soit le lieu des nouveaux pourparlers. Maintenant, ça m'inquiète un petit peu parce que ça marque aussi le désengagement américain. C'est-à-dire que les Américains vont pouvoir dire, écoutez, les Européens, Zelensky, débrouillez-vous, allez au Vatican, puis négociez. Quelle va être la réponse de M. Poutine à ce type de proposition ? Parce que ça vous inquiète pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a que les Américains Trump qui peuvent réellement peser sur Vladimir Poutine, c'est ça ? Il n'y a que le poids américain qui peut réellement poser, même si les Européens sont en train de travailler actuellement à un nouveau train de sanctions. Oui. Je pense que le train de sanctions que le Congrès veut imposer au président Trump et donc à M. Poutine est très intéressant. C'est-à-dire la pénalisation de la Chine et de l'Inde qui utilisent toujours les hydrocarbures russes. Or, on sait que 30% du budget russe repose sur les trafics avec les hydrocarbures. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui peut marquer Monsieur Poutine. J'aimerais, Général, qu'on revienne aussi sur, qu'on fasse un bilan de la tournée américaine de Donald Trump. Il était au Moyen-Orient. Il s'est passé quand même beaucoup de choses lors de cette tournée. Il était notamment au Qatar, aux Émirats Arabes Unis et puis en Arabie Saoudite. Que retenez-vous, vous, de cette tournée de Trump au Moyen-Orient ? Eh bien, ce que je retiens, la première chose, c'est qu'il est allé dans le Golfe, il n'est pas allé en Israël. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point... Ce n'était pas annoncé dans le programme. Oui, non, mais bien sûr, mais... Tant qu'à traverser une partie du monde pour aller là-bas, bon, c'était sur son chemin, j'allais dire. D'ailleurs, à un moment, il avait parlé de la possibilité pour lui d'aller à Istanbul pour les négociations. Absolument, vous vous souvenez, il n'y est pas allé. Bon, donc il n'a pas jamais parlé d'aller en Israël. Le deuxième point que je retiens, c'est l'énormité des contrats qui sont passés. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse M. Trump, naturellement, à avoir du business. Le troisième point, on n'en a pas parlé, c'est la position des pays du Golfe sur l'appui à la création d'un État palestinien, à l'opposé de ce que M. Netanyahou est en train de faire aujourd'hui. Donc, dans quelle mesure M. Trump pourrait lâcher M. Netanyahou dans sa politique extrémiste, on l'a vu, l'opération qu'il est en train de lancer actuellement. On va y revenir, oui. C'est une incertitude. Pour l'instant, l'équipement américain arrive toujours en Israël, donc il y a soutien de facto d'Israël. Maintenant, sur la politique, c'est quand même beaucoup moins sûr, parce qu'il se rend bien compte que M. Netanyahou est seul, y compris en Israël, si j'ose dire. On va y revenir. Mais pour continuer sur les monarchies du Moyen-Orient, elles veulent, elles aussi, la stabilité. Et quelque part, que leur a dit Trump ? Finalement, il veut les inclure dans ce schéma et rendre le Moyen-Orient plus stable ? Oui, mais pour le rendre plus stable, il faut qu'il y ait une option proposée aux Palestiniens. Alors, ça, c'est incontournable c'est incontournable pour les monarchies et pour la rue arabe. Oui, vous avez raison de parler de la rue arabe, parce que c'est important pour les Palestiniens eux-mêmes, mais c'est important pour le reste du monde, et la rue arabe en particulier. Comment traiter ? Et ça a été un peu le défaut des accords d'Abraham. Oui. Les accords d'Abraham, qui étaient une bonne idée, de faire travailler Israël avec les autres pays, sauf que quand on oublie la Palestine, on a oublié l'essentiel du sujet. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à une discussion sur ce sujet-là, même si avec M. Netanyahou, c'est extrêmement difficile.
difficile. On va revenir tout à l'heure sur effectivement ce qui se passe à Gaza. Et pour terminer sur cette tournée américaine de Donald Trump, il a levé les sanctions aussi avec la Syrie, dirigée actuellement par un président de transition, un ancien djihadiste. Oui, alors qui est passé par la case prison aux États-Unis, d'ailleurs. Oui, et qui avait fait un voyage à Paris, il faut s'en souvenir, juste avant. C'est un sujet extrêmement difficile. C'est la réelle politique. Le président syrien a été renvoyé, il est à Moscou quelque part. C'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Maintenant, le mouvement qui a pris le pouvoir a quand même des antécédents extrêmement difficiles. Mais je crois qu'on n'échappe pas au dialogue avec lui. D'où la position du président Macron, d'où la position du président Trump. Mais un dialogue sous condition. Lorsqu'il est venu à Paris, on a bien parlé de l'ouverture démocratique que devait avoir la Syrie, des minorités, qu'elles soient alaouites ou chrétiennes, ou druzes. Et ceci est extrêmement important. Mais comment faire autrement qu'en dialoguant avec lui, en faisant pression sur lui? Je crois que c'est un passage incontournable. Et puis, il y a également l'Iran. Donald Trump aurait influencé l'émir, aurait été influencé plus exactement par l'émir du Qatar, qui l'aurait dissuadé d'une intervention militaire. On sait qu'il y a un sujet sur le nucléaire en Iran. Il y a aussi ce dossier de l'Iran et du dialogue entre les Américains. Le sujet, c'est quelle position faire prendre à l'Iran. On sait que l'Iran a enrichi suffisamment d'uranium pour avoir une bombe nucléaire. Oui. À combien de temps elle en est, on n'en sait rien. Une action militaire, ça, c'est quelque chose que M. Netanyahou aimerait beaucoup. Oui. Pour les Américains, c'est un peu se lancer dans le vide. Quelle va être la réalité de l'action militaire? C'est-à-dire quel effet ça aura sur le régime iranien et sur sa capacité à obtenir l'arme nucléaire? Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc les Américains ont deux actions possibles. Ils ont préparé l'action militaire, puisqu'on sait qu'à Diego Garcia, dans l'océan Indien, les avions stratégiques américains sont prépositionnés. Mais par ailleurs, ils ne donnent pas tous les moyens aux Israéliens pour frapper. Et donc, aujourd'hui, M. Trump semble privilégier la négociation, dont il faut rappeler quand même que si on en est là, c'est parce qu'il a déchiré l'accord JCPOA qui avait été signé et qui empêchait l'enrichissement de l'uranium. Donc, au passage, on est dans cette impasse aujourd'hui à cause de la position américaine. Voilà. Donc aujourd'hui, il hésite entre les deux. Est-ce que les voies de la discussion qui n'ont jamais été rompues avec l'Iran sont toujours possibles aujourd'hui? Je n'ai pas ces arcanes dans ma poche. Un Donald Trump toujours assez surprenant. Il a traité avec les Houthis. On sait, les Houthis, ce sont ceux qui menaient des actions, notamment contre les navires commerciaux, américains en particulier, au large du golfe de Suez, dans la mer Rouge. Il a conclu un cessez-le-feu avec eux. Oui, alors c'est toujours intéressant. Toujours dans l'idée du business, en fait. Oui, toujours, parce que cette action des Houthis dans le golfe de Suède avait provoqué deux réactions. Une réaction américaine, on frappe les Houthis, on frappe les Houthis. Oui. Une réaction européenne qui était, on escorte les bateaux, on protège les bateaux. Donc deux positions complètement différentes. Et finalement, les Américains, alors, ont-ils frappé suffisamment fort pour que les Houthis conviennent d'un cessez-le-feu? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que les Israéliens continuent à frapper. Les Israéliens continuent à frapper. Donc voilà, la solution n'est pas totalement en vue non plus dans cette région, même si les Houthis, je pense, ont pris suffisamment de coups pour aujourd'hui se rendre compte que leur politique n'avait pas d'effet. Mais ils continuent eux aussi à frapper Israël. Donc on a l'impression que les Européens, les Américains se sont retirés du sujet Houthi et que maintenant on est en face à face entre Israël et les Houthis. On a déjà évoqué lors de cette conversation Israël. On a le sentiment qu'Israël est de plus en plus isolé de la scène internationale. Oui, alors moi, ça me fait beaucoup de peine parce que je pense que c'est vraiment
j'arrête de parler d'Israël et je parle de la position de M. Netanyahou. Vous faites la différence, c'est ça entre... Oui, je fais la différence. Et il y a même des manifestations chez les réservistes. D'ailleurs, dans le discours de M. Netanyahou hier, il faisait exprès de remercier les réservistes. Pourquoi ? Parce qu'il remerciait ceux qui venaient. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent plus venir, qui ne veulent plus participer à ce combat dans lequel Netanyahou a clairement dit qu'il voulait éradiquer, non pas le Hamas, mais les Palestiniens, avec une zone de sécurité tout à fait au sud-ouest, et puis avec l'arme de la nourriture et des médicaments. Il n'y a plus de convois. Hier, il y a eu 30 convois qui sont arrivés pour de la nourriture des enfants, mais vous imaginez, ça veut dire qu'on va accumuler la nourriture dans une zone de sécurité pour attirer les réfugiés là et négocier, alors ça c'est la presse américaine qui le dit, on ne sait pas très bien la réalité des choses, le départ des Palestiniens vers la Libye. Effectivement, j'ai lu ça. Vers la Libye. Il y aurait un projet que les Palestiniens de transfèrement de population, je ne sais pas comment. Oui, alors comme vous le savez, la Libye est un pays séparé en deux, avec une partie plutôt pilotée par l'ONU, l'autre partie le maréchal Haftar. Et moi, je considère comme pas impossible qu'une négociation ait lieu avec le maréchal Haftar, qui au passage essaye de ménager une base maritime pour les Russes qui ne peuvent plus être en Syrie, et donc il est prêt à négocier plein de choses. Et je rappelle que c'est par la Libye qu'arrive beaucoup de l'immigration vers l'Europe. Donc, ça vous semble crédible, cette théorie la négociation est crédible, la possibilité d'emmener 1 million de Palestiniens ne me paraît pas crédible, mais c'est la logique jusqu'au boutiste de M. Netanyahou. Mais quelle est sa stratégie, Benjamin Netanyahou là ? Écoutez, le Hamas disait la Palestine de la mer à la rivière, donc pas d'Israël. M. Netanyahou disait Israël de la mer à la rivière, donc pas de Palestine. Sa stratégie, c'est d'éliminer la possibilité d'avoir un État palestinien. Et pour cela, dans Gaza, comme il a les moyens militaires, eh bien, après avoir détruit le Hamas, qu'il n'a pas réussi à faire, arriver à écraser tellement la population palestinienne qu'elle n'ait plus le choix et qu'elle soit obligée de partir ailleurs. Des négociations se déroulent avec le Hamas du côté du Qatar. Qu'est-ce qu'on sait de ces négociations à l'heure actuelle ? Pas grand-chose, parce que M. Netanyahou... Alors, le Hamas n'a pas envie de négocier parce qu'il a la pression. 2, M. Netanyahou n'a pas envie de négocier non plus. Il faut rappeler que les seuls otages, vraiment, il y en a 4 ou 5 qui ont été libérés par l'armée israélienne. Mais les autres n'ont été libérés que par une trêve. Or, M. Netanyahou, on ne parle plus du tout de trêve. Donc, on a l'impression que le sujet des otages n'est pas vraiment le sujet de M. Netanyahou. Il reste 57 otages aux mains du Hamas. Sur les 251 personnes enlevées, 34 ont été déclarées mortes. Quel avenir pour la bande de Gaza, pour Gaza ? Écoutez, M. Netanyahou, lui, a été clair. Il veut écraser la bande de Gaza. C'est l'opération Chariot de Gédéon, c'est exactement, qu'il lance actuellement. Donc on ne parle plus des otages, on parle d'écraser le Hamas, d'écraser la population palestinienne, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Nous en parlions à propos de la tournée au Proche-Orient, au Moyen-Orient du président Trump, c'est-à-dire la rue arabe, mais le monde. Parce que globalement, le monde... on a vu l'altercation entre le président Macron et M. Netanyahou, mais les pays européens globalement. Donc plus personne ne comprend ce jusqu'au-boutisme israélien dans ce traitement de la bande de Gaza. Merci Général Trinquant d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, D'un monde à l'autre. On le voit à l'image, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci. Merci beaucoup. La proposition de loi sur l'aide à mourir continue d'être en débat cette semaine à l'Assemblée nationale. Une question aujourd'hui au cœur des débats. À quel stade de la maladie le patient pourra demander le produit létal avant de recevoir la psychologue Marie de Henzel? Je vous propose d'écouter le député urgentiste Philippe Juvin. Cancer du sein avec des métastases osseuses d'emblée. Oui. Aujourd'hui, avec certaines immunothérapies, des femmes ont des espérances de vie de plusieurs années. Plusieurs années. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ou 6 ans. Il y a des révolutions qui se passent. Plusieurs années. Elles ont une maladie, pourtant elles ont une maladie qui répond à tous les critères de la loi, maladie grave, incurable,
en phase avancée, puisqu'elles ont des métastases, et pour peu, il faut évidemment qu'elles expriment une douleur insupportable, mais pas simplement une douleur physique, ça peut être uniquement une douleur psychologique, c'est-à-dire très subjectif, eh bien elles entrent dans les critères de la loi. Donc vous voyez bien que on a des gens qui ont plusieurs années à vivre et qui potentiellement seront touchés par la loi. Bonjour Marie de Henzel. Bonjour. La question de la fin de vie qui est en débat à l'Assemblée nationale, c'est la deuxième semaine de débat. Vous la connaissez très bien, ça fait 25 ans que vous travaillez dessus. Vous avez exercé, Marie de Henzel, comme psychologue dans la première unité de soins palliatifs à Paris. Aujourd'hui, vous animez des séminaires sur l'art de bien vieillir ainsi que des ateliers sur le sens de l'âge. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la question. Alors, je le disais, les députés sont en pleine discussion à l'Assemblée cette semaine. Que vous disent les personnes âgées que vous rencontrez, que vous côtoyez, que vous disent-elles de cette proposition de loi d'aide à mourir? Est-ce que le projet les inquiète? Est-ce qu'elles ont peur, Marie de Henzel? Oui, elles ont peur, ça les inquiète, même si beaucoup d'entre elles veulent absolument être sûres qu'un médecin s'engagera à ne pas les abandonner, et elles ne veulent pas souffrir, elles veulent rester dans leur lit et pas à l'hôpital. À la maison, ça veut dire de préférence? Ou dans le lieu dans lequel elles vivent, mais dans leur lit. Elles ne veulent pas être transférées aux urgences où beaucoup de gens âgés meurent, parce qu'on les transfère in extremis alors qu'ils pourraient très bien mourir dans leur lit. Tranquillement. Ils veulent être accompagnés, sentir la vie autour d'eux. Ils ne veulent pas être forcés à s'alimenter aussi. C'est-à-dire aussi un respect du désir de glisser doucement dans la mort. Parce que la fin de vie de la personne âgée, si elle n'est pas atteinte d'une maladie grave, c'est une fin de vie où on s'éteint un petit peu comme une petite bougie. Voilà, ces personnes sont inquiètes parce que elles ont intégré, si vous voulez, quelque chose qui est assez dominant aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire l'agisme de la société, l'exclusion des vieux. Elles ont peur d'être un poids pour la société, un poids pour leurs enfants. Beaucoup se posent la question de leur utilité. Est-ce que ça sert à quelque chose que je sois encore en vie? Est-ce que ça a un sens? Toutes ces questions, elles se les posent. Et évidemment, quand on voit un projet de loi dans lequel on sait qu'une personne âgée un petit peu dépressive, parce que ses enfants ne sont pas venus la voir depuis un mois, dirait j'ai envie de mourir, j'en ai assez, et qu'on voit qu'il suffira d'une demande orale qui sera transmise à un médecin, et qu'en 48 heures, on pourra soit proposer un produit à s'auto-administrer, soit une injection létale, on peut s'inquiéter. Et puis, vous savez, il y a l'ambivalence aussi, qui est complètement, je dirais, niée dans ce débat actuellement. L'ambivalence face à la mort. Une personne âgée... La question est extrêmement complexe, et on peut avoir des envies de mort, être soulagé, revenir à la vie, c'est ça, l'ambivalence? Oui, c'est-à-dire qu'une personne peut se dire, dans un coup de dépression, peut dire « j'ai envie de mourir ». Qu'on en finisse. Et puis... Voilà, un jour de beau temps, un enfant l'appelle, tout d'un coup, elle n'a plus envie de mourir. Donc, on sait que ce sont des hauts et des bas. Donc, avec ce que nous entendons, ce que M. Falorni nous a dit, c'est extrêmement inquiétant, puisqu'on ne tiendra pas compte des retours en arrière. Une fois qu'une personne aura demandé à mourir, eh bien, on ira jusqu'au bout du processus. Ça fait un petit peu froid dans le dos. Vous l'avez Quand on dit, pense, vous voyez aussi qu'on pourra tendre un produit à boire. Et vous savez que la personne peut aussi, tout d'un coup, se dire « j'ai pas envie de mourir » et recracher le produit. Alors, est-ce que quelqu'un sera là pour redonner une deuxième dose et forcer la personne à boire cela? Quand on entend cela, c'est proprement terrifiant. Et vous avez été auditionnée, vous, Marie de Henzel, vous êtes psychologue, vous connaissez très bien le sujet. Je rappelle que vous avez été psychologue dans la première unité de soins palliatifs. Qu'avez-vous dit lors de vos auditions? J'ai d'abord demandé à ce qu'il y ait un délit d'incitation au suicide.
Parce qu'il y avait, je me souviens très bien, Jérôme Guedj, qui est du Parti Socialiste, qui avait demandé un délit d'entrave. Or, ce délit d'entrave, on sait aujourd'hui à quel point il est contesté, puisque les psychiatres se disent, mais alors, si nous empêchons quelqu'un de se suicider, nous risquons de la prison, nous risquons une amende très forte. Donc, pour équilibrer cela, j'avais demandé un délit d'incitation au suicide, parce que je sais que l'incitation, elle peut être tout à fait subtile. On fait comprendre à un parent âgé que ce serait peut-être bien, au fond, qu'il ait l'élégance de partir, parce qu'on vendrait sa maison. Enfin, je veux dire, des choses que, je vous assure, qui ne sont pas du tout de l'utopie. C'est des choses que l'on entend. Hein, donc, des pressions pour récupérer un héritage, une maison. Voilà, ce délit d'incitation au suicide protégerait les personnes. Or, ce que je constate quand même, c'est que tous les amendements qui sont destinés à protéger les personnes vulnérables, ils sont tous refusés. Donc, lesquels, par exemple? Je ne vais pas les lister tous ces derniers jours. Tous ceux qui, je veux dire, justement, peut-être le délit d'incitation au suicide a été retoqué. Je ne les ai pas tous présents à l'esprit, mais je vois que tous les jours, ce qui est destiné à protéger les personnes vulnérables, eh bien, saute. Ce n'est pas pris dans la loi. Qu'est-ce qui est à l'œuvre, alors, finalement, derrière cette loi qui ne protège pas les personnes vulnérables à vos yeux? Écoutez, moi je crois qu'il y a un agisme, j'ai employé le mot tout à l'heure. C'est vrai que nous sommes, avec la pyramide des âges, nous sommes très nombreux à vieillir. Vous savez que dans 2 ou 3 ans, je crois que 30% de la population aura plus de 60 ans. Ça représente un certain coût, le vieillissement de la population. Les personnes qui vieillissent, et je les vois aussi moi au quotidien puisque je travaille sur l'art de vieillir, ce sont des personnes qui veulent faire de leur vieillissement une expérience heureuse, féconde, intéressante, et qui s'inquiètent beaucoup de cette image que l'on a du vieillissement, et puis de cette question du poids, du fardeau. Et c'est vrai que 3 présidents de la République ont refusé d'aller jusqu'au bout de la loi grand âge qu'ils avaient promis. On voit bien, en fait, finalement, qu'il y a une question économique. Et alors, je voudrais quand même dire quelque chose à nos auditeurs. En l'an 2000, j'ai publié un livre qui s'appelle « Nous ne nous sommes pas dit au revoir ». Et j'avais interviewé Henri Caillavet, qui était le président de l'AD-MD, député en faveur de l'euthanasie. Et je l'avais interviewé et je lui avais demandé, mais monsieur Caillavet, vous n'avez aucune crainte par rapport à cette loi, si jamais un jour elle était adoptée, une loi sur l'euthanasie? Il me dit, si, je crains le racisme anti-vieux. Et vous verrez, m'a-t-il dit, on peut le retrouver dans mon livre, vous verrez qu'il y aura une euthanasie économique. Eh bien, je crois que nous y sommes. C'est effectivement, vous parlez d'euthanasie économique, ça a été documenté notamment par un rapport commandé par la Fondapol. Vous avez écrit, vous avez dit, Marie de Henzel, que cette loi sur l'aide à mourir, elle n'était ni juste, ni équilibrée, ni fraternelle. Ni juste parce qu'effectivement, puisque les soins palliatifs ne sont pas partout en France, ne couvrent pas le territoire français, dans des départements dans lesquels il n'y en aura pas, dans lesquels il y aura en plus un désert médical, puisqu'on sait que le système de santé quand même ne va pas bien, eh bien vous aurez des personnes qui, n'ayant pas quelqu'un qui puisse s'engager justement auprès d'elle pour qu'elle ne souffre pas, un médecin qui s'engage à ne pas l'abandonner, ces personnes n'auront pas d'autres possibilités, une fois qu'une loi comme celle-ci sera votée, que de demander la mort. Alors qu'ailleurs, eh bien, des personnes auront le choix. On ne peut pas dire que c'est une loi de liberté puisqu'il n'y a pas de choix. Donc elle n'est pas juste, elle n'est pas équilibrée, je l'ai dit tout à l'heure, puisque vous avez un délit d'entrave alors qu'on n'a pas pris le délit d'incitation. Elle n'est pas fraternelle parce que la fraternité, c'est ce dont j'ai été témoin pendant des années. C'est d'être à l'écoute de la personne justement dans son ambivalence, savoir que si elle a envie de mourir à un moment donné, elle peut
peut très bien 2 ou 3 heures après ne plus avoir envie de mourir. C'est d'être à l'écoute de ses besoins psychologiques, physiques, spirituels au sens large aussi. C'est d'être tout simplement présent. La fraternité, ce n'est pas d'abandonner quelqu'un. Or, moi, je crois que la loi que les députés s'apprêtent à voter est une loi d'abandon. La mort, elle fait peur à tout le monde. Il faut lutter contre cette peur en parlant. Vous relatez dans votre dictionnaire amoureux de la solitude que vous sortez par ailleurs aux éditions Plomb une expérience tout à fait étonnante, c'est les cafés de la mort, une expérience qui a été menée en Suisse. Oui, les cafés de la mort, ça a été effectivement mené en Suisse. Il y a Bernard Cretas, qui l'avait créé, est mort aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous avez ces expériences sont reprises et entre autres, elle est reprise par Jean-Philippe de Tonac à Uzès. Ce sont des réunions où toutes les personnes qui ont envie de parler de la mort, que ce soit parce qu'elles sont endeuillées ou bien parce qu'elles sont elles-mêmes en question devant la mort ou atteintes d'une maladie, peuvent se réunir et parler ensemble autour d'un café, autour d'un verre. C'est un moment convivial et je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir sorti justement la question de la mort de ce macabre et morbide, c'est ça? Oui, et puis de son tabou, de l'ombre, et puis d'en faire un sujet dont on parle. Car en tant que psy, je trouve que l'important, c'est de mettre des mots sur ces réalités. Vous voyez, quand on parle ensemble de cela, on a moins peur. On a moins peur. On est moins angoissé. Et puis, quelquefois aussi, son point de vue évolue. Vous savez, les gens, l'expérience des uns fait évoluer, fait justement penser les autres. Pour revenir sur ce dictionnaire amoureux de la solitude, le premier mot que vous avez choisi est en lien tout à fait avec la vie, le sujet sur lequel vous êtes consacré, c'est le mot accompagnement. Vous êtes consacré tout au long de votre vie justement à accompagner les gens en fin de vie. C'est le sujet actuel. Hein. Je pense que oui, l'accompagnement, alors ça va de la naissance à la mort, hein, l'accompagnement. Je crois qu'en tant qu'humains, nous sommes des compagnons, hein, c'est-à-dire que nous avons notre devoir, d'ailleurs, c'est un devoir de solidarité, quel que soit l'âge encore, et un devoir de solidarité, ne pas laisser l'autre seul, hein, isolé. Donc je fais bien une différence dans ce dictionnaire entre isolement, qui est un poison, il faut lutter contre, et la solitude, qui, elle, est ontologique, qui est quelque chose que tout le monde vit. En fait, tout le monde est profondément seul, hein, ontologiquement, c'est-à-dire on est seul devant la mort, on est seul devant les questions qu'on se pose, personne ne peut vivre à notre place, personne ne peut mourir à notre place. Et cette solitude, elle se porte, elle s'apprivoise. On peut être ami de cette solitude-là. Par contre, effectivement, l'isolement est un poison. Donc, je crois que plus on assume sa solitude, plus on est capable d'accompagner les autres. C'est un vrai paradoxe, en fait. Est-ce qu'on peut mieux les comprendre, c'est ça, ou les rejoindre? Oui, parce que, justement, ces deux solitudes... Vous savez, il y a cette magnifique phrase de Rilke à propos de l'amour qui dit « deux solitudes s'accompagnant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. » Le véritable amour, c'est ça. Que vous ont, et ce sera ma dernière question, que vous ont appris à vous, Marie de Hensel, les personnes que vous avez accompagnées jusqu'au seuil de la mort? Écoutez, je suis passionnée par l'humain. J'ai vu comme tout le monde, des personnes qui traversent des épreuves, de graves épreuves, des grandes douleurs. Et ce qui m'a fascinée, c'est la force intérieure de l'être humain, justement, qui est capable de traverser ces épreuves et de trouver à l'intérieur de lui une force qu'il ignorait avant de vivre l'épreuve. Donc j'ai, effectivement, en tant que psy, j'ai accompagné ces épreuves et c'est ce que m'ont appris mes patients, que finalement, ils avaient en eux une force dont ils n'avaient pas idée avant même. Insoupçonnable, c'est ça. Insoupçonnable. Merci Marie de Hensel d'avoir été avec nous. Je rappelle aussi que vous avez participé au livre du collectif Démocratie, éthique et solidarité pour poursuivre cette réflexion autour de la loi fin de vie.
justement, le président de la République, la semaine dernière, a dit que si la loi s'enlisait à l'Assemblée nationale, au Parlement, il pouvait proposer la loi au référendum. Vous pensez que c'est une bonne idée, vous, c'est-à-dire que quelle est la question qu'on va poser? Vous voyez que s'il pose la question, êtes-vous en faveur d'une aide à mourir? Mais tout le monde va répondre oui. Et moi, la première. Parce que personne n'a envie de souffrir. Mais est-ce qu'on dit, êtes-vous en faveur de l'euthanasie, c'est-à-dire de l'acte délibéré de donner la mort? Et ce n'est pas l'aide à mourir. Il y a une perversion sémantique autour de ce mot. S'il pose la question, voulez-vous à la fin que quelqu'un vienne vous faire une piqûre pour vous donner la mort? Je pense que là, vous n'aurez pas une majorité. Merci d'avoir été avec nous, Marie de Henzel. Je rappelle, le dictionnaire amoureux de la solitude, on le voit à l'image, vient de sortir aux éditions Plomb. Merci d'avoir été avec nous. On passe à un tout autre sujet. Le musée de la Libération de Paris consacre une exposition à un héros de la résistance, Daniel Cordier, un homme au parcours tout à fait singulier, un espion qui s'est mué en amateur d'art. Je vous laisse découvrir la bande-annonce de l'exposition. On se retrouve tout de suite après avec la directrice du musée, Sylvie Zedman. Il fallait partir n'importe où pour continuer à se battre. Exposition Daniel Cordier, l'espion amateur d'art, jusqu'au 13 juillet, au musée de la Libération de Paris. Bonjour Sylvie Zedman. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée de la Libération de Paris. Vous êtes conservatrice générale du patrimoine. Alors, votre musée abrite une nouvelle exposition temporaire consacrée à un personnage totalement passionnant, multifacette. C'est Daniel Cordier. L'exposition s'appelle Daniel Cordier, l'espion amateur d'art. Daniel Cordier, c'est une vie qui dure 100 ans. On parlait de la fin de vie à l'instant. Un parcours exceptionnel, 3 vies en une. On va revenir avec vous tout au long de cette interview sur ces 3 vies. Mais d'abord, je voulais m'arrêter sur quelque chose d'assez particulier, Sylvie Zedman, c'est que vous avez connu, l'objet, si je puis dire, en l'occurrence Daniel Cordier. Vous l'avez connu, rencontré en fin de vie, cet homme. Oui, alors on est nombreux à l'avoir rencontré parce qu'on s'entend, il a rencontré du monde. La directrice d'un musée, il fait l'objet d'une exposition, c'est rare quand même. Tout à fait. Alors oui, Daniel Cordier, alors moi je l'ai rencontré effectivement à la fin de sa vie, donc j'ai connu un homme qui avait toutes ses capacités, bien sûr, mais je n'ai pas connu Dany Lacastagne, le bagarreur. J'ai connu un monsieur très très âgé. Mais beaucoup de gens ont rencontré ce monsieur qui avait envie de se battre et qui s'est battu tout au long de sa vie. On va justement égrener cette vie incroyable, ces 3 vies en une de Daniel Cordier. Il y a une date tout à fait marquante pour Daniel Cordier, c'est le 17 juin 1940. Qu'est-ce qui se passe le 17 juin 1940? Quel âge a Daniel Cordier et pourquoi cette date est marquante dans sa vie? Il a 19 ans. Il est né en 1920 et il est né dans un milieu bourgeois. Il faut voir que Daniel Cordier ne s'appelle pas Daniel Cordier, il s'appelle Daniel Bouijou. En fait, Cordier est le nom de son beau-père. Et son beau-père, qui est un militant d'extrême droite, très engagé, et donc le petit Daniel Bouijou, sous l'influence de son beau-père Cordier, va être un militant lui aussi d'extrême droite, et donc il est très nationaliste. Vraiment, la France, c'est quelque chose de très important. Il est influencé aussi par tous les milieux d'anciens combattants qu'il a autour de lui. Et le 17 juin 1940, il n'en revient pas. Mais le maréchal Pétain, qui vient d'être nommé président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, dans le chaos total de la débâcle, le maréchal Pétain appelle à cesser le combat. Alors ça, Daniel Cordier ne s'en remet pas. C'est un choc émotionnel extrêmement fort, c'est un bouleversement et même une révolte, une telle révolte qu'il décide de rejoindre le général de Gaulle. On est au
pas aux premières heures de la guerre, mais aux premiers moments de la guerre. Peu de gens rejoignent le général de Gaulle à cette époque-là, quand même. On est au premier moment de la demande d'armistice. C'est une guerre qui a duré très peu de temps en combat direct, en combat violent. Et puis, il y a cette demande d'armistice. Et ce qu'il va faire, c'est non pas aller rejoindre le général de Gaulle, parce qu'en fait, il n'en a aucune idée, il ne sait pas. Mais il est aidé par son beau-père, et il veut partir. Il ne veut pas subir l'occupation allemande. Donc, il s'en va. Il prend un bateau, et vous imaginez bien que ce jeune homme qui ne connaissait pas grand-chose de la vie... 19 ans, je le rappelle. 19 ans. Tout jeune. En fait, il prend un bateau sans savoir où le bateau va. Parce que c'est la débâcle, parce que personne ne sait rien dans ces moments troublés. Et puis, le bateau gagne Londres. Enfin, gagne pas Londres, gagne l'Angleterre. Et Daniel Cordier, dans sa volonté de se battre, je sais, c'est Denis à Castagne. Daniel Cordier se dit même que s'il faut se battre, il est prêt à rejoindre les Anglais. C'est dire, hein. Lui, l'ultranationaliste. Et il découvre, en fait, de Gaulle. Et là, il va être formé à la clandestinité, c'est ça, on va lui apprendre à devenir un soldat et un agent des services secrets. Oui, d'abord, il est formé pour être un soldat, et donc ça lui va très bien, sauf que ça n'avance pas. Il trouve le temps long. Il trouve le temps long, il ne va pas se battre, il ne comprend pas. Et finalement, il se dit qu'en s'engageant dans les services secrets, en devenant un agent de renseignement, peut-être qu'il va aller se battre, faire du sabotage, tuer du Boche, comme il disait. Et là, il devient en fait opérateur radio. Et il va être parachuté en France en juillet 1942 pour être opérateur radio. Et lorsqu'il rencontre le chef en fait des Français libres qui sont en France en zone non occupée, il ne connaît pas son nom, mais nous on sait que c'est Jean Moulin. Il le rencontre et Jean Moulin lui dit non, vous n'allez pas être opérateur radio, en fait je vous garde à mon service. Vous allez être mon secrétaire. Il va être le secrétaire de Jean Moulin, la grande figure de la résistance française entre juillet 1942 et juin 1943. Quelle relation il a avec Jean Moulin ? Vraiment une relation filiale. Quand il a décrit, lui, il a à peine 22 ans. Jean Moulin en a une quarantaine. Et donc, deux milieux politiques très différents. Complètement. Donc, vous le disiez, Daniel Cordier vient d'un milieu nationaliste, extrême droite, Action française. Jean Moulin, c'est un homme du Front populaire. C'est un homme qui est, même avant du Front populaire, il est d'une famille dreyfusarde, déjà. Laïque, très engagée, très républicaine. C'est effectivement un homme qui est très engagé et qui, perçoit le potentiel de Daniel Cordier au-delà des opinions politiques qu'affiche ce jeune homme. Et il va comprendre que ce jeune homme-là va s'engager tout entier à son service. Et donc, Daniel Cordier sera le seul à savoir où habite Jean Moulin et à pouvoir contacter Jean Moulin. Il va avoir une responsabilité extrême sur les épaules. Jean Moulin va être arrêté le 21 juin 1943 par la Gestapo. Que se passe-t-il pour Daniel Cordier à ce moment-là ? Dans sa tête, c'est la débâcle. C'est terrible. Ah oui. Pour lui, c'est vraiment quelque chose un bouleversement terrible. Mais ce qu'il va faire, parce que c'est un Français libre, parce que c'est un soldat, il faut bien comprendre ça, parce qu'il est en France occupée et parce qu'il doit continuer, il va continuer. Il va se mettre au service des successeurs de Jean Moulin, jusqu'à ce qu'il soit lui-même recherché. Et donc là, il sera obligé de quitter la France. Il quitte la France, il part en Espagne. Et là, en Espagne, il est en stand-by, si je puis dire, pendant 2 jours à Madrid. Il y a quelque chose de très particulier qui se passe pendant ces 2 jours à Madrid. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez raison. Il se passe que, sur les conseils qu'autrefois lui avait prodigué Jean Moulin. Lors de conversations, oui. Lors de conversations. Jean Moulin lui disait, si jamais je vois qu'on y a des oreilles indiscrètes autour de nous, je vous parlerai d'art. Cordier n'y connaissait rien. Mais bon, voilà, il écoutait. Et Jean Moulin lui avait dit, il faut absolument visiter le musée du Prado à Madrid. Cordier se trouve à Madrid, il va visiter le musée du Prado et c'est un éblouissement pour lui. Tout d'un coup, la peinture vient à lui. Voilà, une épiphanie.
Une épiphanie. Il pensait un peu au départ que ces conversations étaient un peu des prétextes, hein. Il les écoutait, mais voilà, pour lui, dans sa tête, Daniel Cordier, c'était surtout des prétextes pour Jean Moulin échapper aux oreilles indiscrètes. Or, Jean Moulin est un amateur d'art éclairé. Et ce qui se passe, donc il y a la fin de la guerre, la guerre arrive, c'est la fin de la guerre, et à l'issue de la fin de la guerre, Daniel Cordier va entamer une deuxième vie, il va devenir collectionneur, galeriste, d'où le titre, hein, de votre émission, pas émission, mais de votre exposition, L'espion qui devient amateur d'art. C'est cela. C'est-à-dire qu'il a un moment de dépression, il continue à travailler pour les services de renseignement pendant un temps. Et puis il s'essaye à l'art lui-même. Hein. Il essaye de peindre. Oui. Et puis, en même temps, il achète des tableaux. Il achète d'abord un tableau de Jean de Vannes. Et puis, il achète aussi des tableaux, 15 tableaux, une quinzaine de tableaux d'un peintre qui était totalement inconnu à l'époque, qui s'appelle Nicolas de Staël. Il a du flair, Daniel Cordier. Il a beaucoup de flair, beaucoup d'instinct, et il procède par coup de cœur. Et puis bon, il voit qu'il n'est pas tellement à la hauteur en tant qu'artiste, et donc un de ses amis lui propose d'ouvrir par contre une galerie, en disant « mais ça, tu as de l'instinct, tu as du flair, tu vas y arriver ». Donc il ouvre une galerie en 1956, où vont se produire des peintres de talent, mais qui sont du goût de Cordier, pas forcément d'un goût très partagé à l'époque. Oui. C'est une époque qui est axée sur le surréalisme. Hein. Il y a un grand moment dans la vie de cette galerie, c'est 1959, hein, la grande expo sur le surréalisme, avec, on voit d'ailleurs dans l'exposition le catalogue tout à fait étonnant, créé par Marcel Duchamp. Oui, Marcel Duchamp et Mimi Parent, qui font un catalogue de cette exposition qui, comme toutes les expositions surréalistes, est assez provocante. Hein. On montre les images, hein. C'est quand même assez provoquant. Et donc le catalogue, c'est une boîte alerte. Non pas une boîte à lettres. Il y a un jeu de mots, boîte à lettres, dans laquelle il y a toutes sortes de missives qu'on montre, parce qu'on essaye de montrer toutes ces œuvres qui ont été des coups de cœur pour Daniel Cordier et qui ont représenté quelque chose d'important dans sa vie de galeriste. Il a ouvert une galerie à Paris, mais aussi à l'étranger, je crois, à Berlin, c'est ça, et à New York et à Francfort. Néanmoins, donc, il va arrêter cette activité en 1964. Pourquoi il arrête cette activité en 64 ? Parce qu'il juge que le marché français n'est pas à la hauteur. À la hauteur du bouleversement. Il pense que en fait il y a de nouveaux pôles d'art, de l'art, notamment à New York, et que le marché français est trop frileux. Et puis lui est assez embêté à l'idée de ne plus être de devoir compter sur le marché et de ne plus être sur des coups de cœur. C'est un homme de coups de cœur. Hein. Et donc, en plus, l'un des artistes qui faisait vraiment marcher sa galerie, qui s'appelle Jean Dubuffet, se retire. Donc, ça fait suffisamment de raisons pour arrêter. Alors, il va entamer à ce moment-là... assez vite, une troisième partie de vie. Cette partie de vie, elle démarre sur un plateau de télé. C'est une émission très connue, très suivie à l'époque, qui s'appelle Les Dossiers de l'écran. On est en 1977. Et le sujet du débat et du film, puisqu'il y avait un film et un débat, c'est la résistance française. Et là, il y a un ancien résistant français qui s'appelle Henri Freinet, qui déclare que Jean Moulin était un communiste déloyal à la France libre. Et là, c'est à nouveau le troisième choc, finalement, et la troisième vie de Daniel Cordier qui va démarrer. Oui, il faut avoir à l'esprit que Daniel Cordier continue en fait à être un amateur d'art. Hein. Il va continuer à être un amateur d'art et il va faire des donations, et notamment des donations au nouveau centre d'art moderne qui se crée, qui est Beaubourg. Voilà. Et puis parallèlement, suite à ces allégations, il a décidé que c'est pas possible. Enfin, il faut qu'il défende la mémoire de Jean Moulin. Jean Moulin, pour remettre le contexte, c'est un héros. Il est rentré au Panthéon en 1964. Hein. C'est une figure
incontestable de la résistance. Donc d'où le choc de ces mots de Henri Freinet sur le plateau de télévision. Hein. Oui, qui a expliqué à Daniel Cordier que Daniel Cordier n'était pas au courant de tous les secrets de Jean Moulin parce que Daniel Cordier, c'était l'intendance. Ça n'a pas plu à Daniel Cordier. Et donc il se lance dans une recherche très importante qui va durer des années. Il va parcourir de toutes les archives départementales de France dans les lieux où Jean Moulin a été en poste. Et finalement, il va publier des sommes colossales, considérables, extrêmement étayées, très sourcées, etc., sur la vie de Jean Moulin. Son idée, c'est de défendre la mémoire et la figure de Jean Moulin. Son idée, c'est de montrer qu'il n'y a rien qui puisse étayer l'idée que Jean Moulin était déloyal au général de Gaulle. Une exposition tout à fait incroyable et étonnante, hein, et c'est incroyable de retrouver ce personnage. Je vous ai demandé de choisir plusieurs objets qui sont exposés justement dans cette exposition. Le premier, c'est un permis de conduire, hein, c'est ça ? Oui, c'est un permis de conduire qui est en fait au nom, vous voyez, de Charles Dandinier. Et en fait, ce sont les faux papiers de Daniel Cordier, parce que vous imaginez bien que, revenant en France, il fallait qu'il ait des papiers à un autre nom. Et donc, les services secrets lui ont fait composer une légende. Donc, on expose les faux papiers, on expose aussi toute sa légende. Le faux nom, la fausse date de naissance, les répondants qui pourront attester des choses fausses. Donc, on a toute sa vie d'espion, là, toute sa vie clandestine qu'on a pu retracer par des documents. Et voir dans cette exposition qui a déjà démarré et qui continue jusqu'au 13 juillet, hein, je crois. Je voulais qu'on parle un peu de votre musée, Sylvie Zeldman. C'est le musée de la Libération de Paris, qui est dans un endroit tout à fait particulier, hein, qui est à Denfert-Rochereau et qui se situe... C'est dans un pavillon Ledoux, ou un pavillon d'un architecte célèbre. Et donc, face aux catacombes, il y a 2 pavillons qui ont été construits juste avant la Révolution française. Et donc, c'est dans ce pavillon que se déploie le musée. C'est là, hein, sa spécificité, c'est là que se trouve un poste de commandement, celui du colonel Roll Tanguy. C'est le chef, hein, des FFI de la région parisienne. C'est dans votre musée, enfin c'est votre sous votre musée qu'avaient lieu ces opérations. On peut voir, hein, ce poste de commandement, c'est ça ? On peut le visiter. Il est ouvert au public et on a fait en sorte que le public puisse le visiter tranquillement. Oui. Ou s'il le souhaite, revivre les journées de la libération de Paris grâce à la réalité mixte. Donc avec un casque qui lui permet de se déplacer et de rencontrer le colonel Roll. Mais c'est tout à fait particulier, hein, d'être un musée de la libération de Paris à l'endroit même où une grande partie de l'histoire s'est écrite. Hein. Oui, mais c'est pour ça que le musée est implanté là. C'est justement que dans ce pavillon, il y avait un sous-sol qui avait été aménagé en abri de défense passive et qui a été investi pendant la semaine de la libération de Paris par les forces françaises de l'intérieur, commandées par le colonel Roll, par les forces françaises de l'intérieur de la région parisienne. Donc c'est un endroit qui centralise les informations. Il y avait un téléphone, 20 mètres sous terre. 20 mètres sous terre. Il existe depuis relativement récemment. Vous êtes là depuis 2019, hein, c'est ça. On a ouvert pour le 75e anniversaire de la libération de Paris. Et donc, Daniel Cordier, c'est une exposition temporaire, mais l'exposition permanente, ce sont les journées de la libération de Paris. C'est ça qu'on voit au musée de la libération de Paris ? On retrace à la fois le parcours, parce que on se positionne pour expliquer en fait l'occupation, la libération, au travers du parcours de 2 hommes, le général Leclerc, qui va être le bras armé du général de Gaulle, et Jean Moulin, qui est le bras civil, si on veut, du général de Gaulle. Merci beaucoup Sylvie Zeldman d'avoir été avec nous. Je rappelle l'exposition Daniel Cordier, l'espion amateur d'art, c'est à voir jusqu'au 13 juillet. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. On se retrouve en direct demain à midi. D'ici là, passez une bonne journée sur le Figaro TV.